Merci de me recevoir ici à votre bureau. Nous allons discuter du Pacte national de bonne gouvernance. C'est un outil de gouvernance que la société civile a proposé aux gouvernants au plus fort de la campagne électorale de 2024. Nous allons donc discuter de ce pacte-là, de sa mise en application et éventuellement de ce qui bloque. Mais avant tout, je vais vous laisser le soin de vous présenter vous-même à nos internautes. Je suis Abdoulaye Dieye, je suis enseignant à la faculté de droit. J'ai travaillé dans le cadre de sursaut comme expert, parce que j'ai eu la chance d'avoir été le rapporteur général de la Commission nationale de réforme des institutions. Ensuite, j'ai été également au bureau des assises, j'ai travaillé pour la commission politique. Je ne suis pas l'auteur, mais j'ai travaillé sur la constitution des assises, mais aussi sur la constitution de la CNRI. Et c'est sur cette base-là que j'ai été coopté pour être expert, travailler au niveau de sursaut. Alors, professeur Dieye, le pacte de bonne gouvernance qui a été proposé aux candidats qui l'ont signé pendant la campagne électorale, il est censé être mis en œuvre par le président élu. Alors, il se trouve que le président Diomaye Faye l'avait signé aussi, c'est lui qui est élu président. Et je pense que le temps est en train de passer, mais il n'y a jusque-là pas un début de mise en application. Est-ce que vous qui avez travaillé sur ce projet, ça vous préoccupe? Évidemment, ça me préoccupe dans la mesure où l'engagement est là, la volonté d'appliquer également est là, mais je suis beaucoup plus préoccupé par le fait que il n'y a pas de réponse à deux correspondances qui ont été adressées aux dirigeants. C'est ça qui préoccupe le plus, parce qu'on peut toujours dire que nous sommes toujours dans les 200 jours et que dans tous les cas, on va peut-être un jour appliquer. Mais ce que je développe vraiment, ce que je développe vivement, et ça dépasse à la limite les dirigeants actuels, c'est qu'on n'ait pas répondu à des correspondances. Je crois que ça c'est pas bon du tout. Dans la vie, il faut avoir l'habitude, même si on n'est pas d'accord, de répondre aux correspondances. Mais surtout à envoyer, en tout cas, si mon niveau d'information est exact, deux correspondances et il n'y a toujours pas de réponse par rapport aux dirigeants actuels. Ça, pour moi, c'est déplorable. Maintenant, on peut toujours dire, nous sommes toujours dans le cadre des 200 jours et que, voilà, tant que le monde n'a pas dépassé cet horizon temporel, on ne peut pas être très critique. Mais ce qui pose problème, c'est que dans le discours, on ne voit pas très souvent également, en tout cas ces éléments, ces principes qui sont des principes importants. On ne peut pas dire que c'est absent. Alors, parce qu'on voit quand même quelque chose qui s'apprête à un début d'exécution de certains principes. Mais ça aurait été bien quand même qu'il y ait une réponse très claire par rapport à ça. Parce qu'un pacte, c'est un pacte. On n'oblige personne à signer. Quand quelqu'un signe, c'est-à-dire on doit maintenant pouvoir dire qu'on a signé ce qui a été fait. Aussi pouvoir dire qu'est-ce qui bloque. Parce que je suis persuadé que les gens ne sont pas dogmatiques. Les gens n'auraient pas tout de suite exigé l'application du pacte, parce qu'on connaît le contenu, mais au moins qu'il y ait une volonté politique en tout cas d'appliquer les éléments du pacte. Parce qu'il faut partir du fait que la base, c'est quoi? C'est les conclusions des assises. Merci les recommandations de la CNRI. Et ce citoyen, dans un premier temps, a voulu au moins le voir. C'est dans ce cadre que les gens qui ont travaillé au niveau de la CNRI ont été contactés et qui ont essayé de, si vous voulez, dépoussiérer les conclusions des assises et les recommandations de la CNRI. Et on s'est rendu compte que pratiquement rien n'avait bougé. Surtout, le diagnostic qui a été fait est resté le même. Le diagnostic est encore là, même s'il y a, comme tout le monde le sait, les atouts d'un État de droit au Sénégal. Quand on regarde les textes au Sénégal, on a l'impression que nous sommes dans une très grande démocratie, avec pratiquement tous les éléments de la démocratie. Mais dans la pratique, il y a eu ce hiatus entre ce qui est prévu dans les textes et ce qu'il y a dans la pratique. Et ce qui a justifié surtout le fait de revisiter les conclusions des assises, et on s'est rendu compte que le diagnostic est là. Donc ce serait très facile, pratiquement, d'y aller et de mettre l'accent sur le fait qu'il y a encore un début de réponse aux éléments de pacte.
Alors, si vous dites que tous les instruments théoriques sont sur place et que dans la pratique, cela ne se met pas en œuvre, est-ce que quelque part vous ne rejoignez pas le Premier ministre malien qui dit que la démocratie sénégalaise est théorique? Mais je suis entièrement d'accord. Moi, je le dis toujours. Et là, on n'a vraiment pas besoin de faire beaucoup de théorie. On se rend compte que si on pose la question de savoir quels sont les éléments d'une grande démocratie mixte au Sénégal, il n'y a pratiquement pas de réponse. Quand on voit le nombre de partis politiques, quand on voit en matière de lutte contre la mauvaise gouvernance, quand on voit, etc. Donc, tous ces éléments-là sont là. Voilà pourquoi moi j'ai dit, et je sais que toujours, il y a des atouts d'une très grande démocratie et d'un état de droit. Mais ce qui a été vécu, ce que nous avons vécu juste avant l'élection présidentielle montre qu'il y a un hiatus entre ce qui est prévu et ce qui est vécu. Et donc voilà pourquoi, encore une fois, pour bien faire, il suffit simplement de regarder ce qui n'a pas. Et c'est justement ces principes-là qui sont dans le pacte. Il suffit simplement de lire et de faire des adhésions à ce pacte-là. Alors, le pacte, dans ses grands principes, il est censé améliorer la gouvernance, renforcer la démocratie et rééquilibrer les pouvoirs et donner un peu plus de pouvoir aux citoyens parce qu'en démocratie, on dit que la souveraineté appartient au peuple, mais on se rend compte que dans nos pays d'Afrique francophone, le citoyen n'a presque pas son mot à dire. Alors, étant donné ces propositions, est-ce que vous pensez qu'objectivement, il y a quelque chose qui empêche le pouvoir en place de commencer la mise en application de ce pacte? Moi, je vais remonter un peu plus loin en disant, parce que j'ai eu également la chance de travailler sur ces éléments-là, et juste avant d'arriver au pouvoir, on a plus tendance à dire qu'on n'est pas d'accord avec ce Sénégal. L'hypertrophie de la fonction présidentielle, par exemple. Tout le monde sait qu'au Sénégal, il y a un déséquilibre entre les pouvoirs. Le pouvoir exécutif et des prépondérances qu'on ne voit pas dans le pouvoir. Et ça n'est pas d'aujourd'hui. Je le dis toujours, ça date de 1963. Et regardez tous les lignes qui se sont succédés au Sénégal, quand les gens étaient dans l'opposition, on dit on n'est pas d'accord avec l'hypertrophie de la fonction présidentielle. Et on fait des propositions. Parfois même, on met ça dans des documents. Mais quand on est au pouvoir, on a tendance à accepter cet état de fait. Parce que l'hypertrophie de la fonction présidentielle, le déséquilibre est patent. Je le dis toujours, le Sénégal, en 1962, était dans une ligne parlementaire. En 1963, c'est là où on a transféré tous les pouvoirs qui appartenaient au président français, au président de la République. Dès lors, il y a cette hypertrophie. Vous voyez que, pratiquement, le président de la République domine le Parlement, domine la justice, et même si on prévoit des principes de bonne gouvernance, dans la pratique, il y a encore des difficultés. Et c'est ça qui fait que, là aussi, on a mis l'accent sur ce déséquilibre-là, avec possibilité de correction des déséquilibres de nos pouvoirs. Mais j'espère simplement qu'ils ne sont pas dans la logique de faire comme les autres. Quand on est dans l'opposition, on dit que ce n'est pas bon. Oui, justement. Quand on est opposant, c'est confortable pour faire certains reproches. Bon, alors, professeur Djei, rééquilibrer les pouvoirs du président de la République. Quand on fait ce rééquilibrage, qu'est-ce qu'on lui prend, qu'est-ce qu'on lui laisse? Ça dépend de ce qu'on veut mettre en place. C'est encore une fois. Parce que si on est en fonction du fait qu'on est dans un régime présidentiel ou bien dans un régime parlementaire. Si nous sommes dans un régime présidentiel, donc normalement il n'y a même pas de prémisse. Parce que le modèle de régime présidentiel, c'est 16 ans. Il n'y a pas de gouvernement en tant qu'organe constitutionnel, il n'y a pas de chef de gouvernement. Il y a le chef de l'État qui prend tous les pouvoirs. Quand on est dans un régime parlementaire, là aussi il y a deux modèles. Quand on dit le modèle moniste, c'est là où le chef de l'État n'a même pas, il n'a pas pouvoir. Et tous les pouvoirs appartiennent au Premier ministre. Là, c'est clair, c'est net, les éléments sont là. La preuve, quand vous demandez qui est le chef, le nom du chef de l'État dans les régimes monistes, on le connaît pas. C'est ça. Bon, je n'ai plus demandé aux étudiants qui est le président, le chef de l'État de Portugal, Portugal, tout ça. Non. Mais sinon, on peut mettre en place un régime parlementaire dualiste. Donc vous voyez, ça dépend de ce qu'on dit. Donc quand on dit on veut rééquilibrer, moi je pense beaucoup plus à un rééquilibrage exécutif législatif qu'à un rééquilibrage à l'intérieur
Parce qu'il faut donner des pouvoirs au législatif, créer les conditions pour que le pouvoir législatif puisse exercer un véritable contrôle, mais aussi respecter les corps de contrôle. Parce que là aussi c'est important de mettre dans les textes tous les éléments qui permettent de savoir, de dire que nous sommes dans un démocratique. Et dans les régimes juridiques, on se rend compte que les corps de contrôle, pratiquement, sont là, mais doivent rendre compte au président de la République. C'est le président qui, encore une fois, doit décider de saisir ou de ne pas saisir. Finalement, ça sert à rien. Il décide de mettre le coude sur certains dossiers. Voilà, ça, on a créé beaucoup de corps de contrôle, l'IGE, l'OFNAC, etc. Tout ça. Mais quand on fait en sorte que ces corps de contrôle sont dans l'obligation de rendre compte au président et que le président dispose de la prérogative de saisir ou non, oui, donc il y a un travail à faire. Donc il faut rendre obligatoire la saisine. Par exemple. Ensuite, que ces juridictions aient la lecture de poursuivre ou ne pas poursuivre. Parce que l'erreur que les gens font généralement, c'est de croire que les audits, c'est toujours pour enfoncer. C'est pas exact. Parfois, c'est pour également mettre l'accent sur le fait qu'il y a une bonne gouvernance dans tel domaine. C'est important. Mais quand on se met dans la tête que c'est toujours pour créer des difficultés, donc on a tendance à toujours se méfier des audits. Or, les audits, la décision c'est de bonne gouvernance. C'est de bonne gouvernance. C'est important de le voir comme ça. Parlons justement de la reddition des comptes. Qu'est-ce que le pacte apporte? Parce que, bon, même avant le pacte, on parle de reddition des comptes, mais ce n'est que théorique. Comment est-ce qu'on peut imposer aux membres de l'exécutif, en commençant par son chef, à rendre compte de sa gestion? Rendre compte, parce que pour moi, là, il faut pas faire une distinction entre l'exécutif et ceux qui disposent des responsabilités publiques. Parce que pour moi, c'est la même chose. Donc, il faut rendre compte de ce qu'on fait. Les directeurs généraux, les élus locaux. Voilà. Donc, et c'est accepter que les directeurs généraux puissent aller au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, déjà, c'est important. Dire ce qu'on a fait des deniers publics, pour moi, c'est un acte de bonne gouvernance. Si bien que je refuse de faire la distinction entre la gestion du compte au niveau de l'exécutif, je crois que ça c'est clair et net, parce qu'encore une fois, le budget est voté pour les l'exécutif, mais même pour tous ceux qui disposent de responsabilités publiques. Quand vous voyez que c'est gênant pour le président de la République, surtout dans le cadre actuel, il a tous les pouvoirs et il n'est responsable de rien. Parce que c'est ça la difficulté. Et c'est ça la contradiction au niveau du Sénégal. On parle beaucoup de motions de censure, de questions de confiance, mais regardez, dans un régime parlementaire, surtout le ministre, celui qui a le pouvoir, c'est le chef du gouvernement. Et c'est lui qui est responsable devant le Parlement. Et quand le Parlement vote, par exemple, une motion de défiance, c'est le chef du gouvernement qui est sanctionné. Mais au Sénégal, qui détermine la politique de la nation? C'est le chef de l'État. Et il y a un premier ministre. Mais si on doit sanctionner, qui est-ce qu'on va sanctionner? On va sanctionner le chef du gouvernement. Parce que si on vote une motion de censure, qui démissionne? C'est le chef du gouvernement. Si on jette une question de confiance, qui démissionne? C'est le chef du gouvernement. Et pourtant, qui détermine la politique de la nation? C'est le chef de l'État. Donc c'est ça la contradiction au Sénégal. Et ça, c'est des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui, malheureusement. On aurait peut-être simplement réglé tout cela à travers la mise en œuvre du pacte. Et c'est des contradictions. Ça ne se limite pas à ça. Il suffit simplement de continuer pour se rendre compte qu'au Sénégal, le fait de dire encore que c'est le président qui détermine la politique de la nation, mais c'est le gouvernement qui est responsable dans le Parlement, il y a quand même une contradiction qu'il faut lever.